selon l'endroit où vous trouvez en ce moment ici, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie, vous êtes bien entendu. Vous êtes sur www.telechangu.com, la web télé, la culture de l'excellence. Nous relançons votre émission Discours de vérité, l'émission qui traite de l'actualité politique, économique, sociale et politique, je voulais dire, de la République démocratique du Congo. Pour relancer cette émission, je suis avec M. Paul Makela, qui est donc un haut cadre de l'UFC. L'UFC, c'est donc le parti Léon Kengu Wadondo. Alors, M. Paul Makela, bonjour. Bonjour, M. Koussanika. Alors, ça fait quand même un bon bout de temps, on ne s'est plus revu, mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que l'UFC, l'Union des forces du changement, fait partie de l'opposition républicaine. Opposition républicaine qui a, disons-le, en tout cas, peut-être franchi la ligne et se retrouve en ce moment ici de l'autre côté de la barrière, du côté du pouvoir. Vous avez au moins 3 ministres et vice-ministres dans le gouvernement dit de cohésion nationale. Vous avez fait, il me semble, une sacrée affaire. Ben écoutez, la bonne nouvelle, ce n'est pas pour l'UFC. La bonne nouvelle, c'est pour l'ensemble du peuple congolais, c'est pour la République. Parce que nous avons siégé aux concertations nationales. Le président Léon Kengu Wadondo, qui était l'un des coprésidents de concertation, a tellement bien mené ce travail que, sous l'inspiration de la sagesse qui est la sienne, les directives, les recommandations qui ont été convenues consensuellement entre les participants aux concertations nationales, ces recommandations étaient entre autres la mise sur pied d'un gouvernement dit de cohésion nationale. Pourquoi? Parce que la cohésion entre le peuple, vous savez que nous sommes un pays que nous pouvons dire post-conflit, mais il y a encore une partie de la RDC qui est en conflit. Il y a cette partie de la population, nos frères de l'Est, dont moi-même, qui souffrons dans notre chair de beaucoup de pertes en vies humaines, de beaucoup de problèmes d'insécurité, et qui, malheureusement, avaient perdu d'une certaine manière confiance aux institutions centrales. Et donc, attendez. Ils avaient perdu confiance aux institutions. Le chef de l'État, avec l'aide de la MONUSCO, les FARDC, sont arrivés à mettre un terme à la guerre. La solution côté militaire était trouvée d'une certaine manière par la victoire des FARDC. Maintenant, il fallait une solution politique. Pourquoi la solution politique? Parce que le microcosme sociopolitique était de plus en plus... Il y avait un clivage qui s'imposait entre le gouvernement, la majorité et l'opposition. Il y avait un clivage qui s'imposait entre les tribus de ceux qui étaient représentés majoritairement au gouvernement et pas d'autres. Il y avait un clivage qui s'imposait entre les hommes d'affaires privilégiés de partis membres de la majorité qui raflaient tout le gros marché, alors que tous les hommes d'affaires du Congo ont droit à participer à la reconstruction, à bénéficier de cela. Tout ça, c'est réglé avec le gouvernement de cohésion nationale. Non, tout ça, c'est pas réglé, mais c'est un pas. C'est un pas en avant parce que parmi les recommandations, nous avons attendu 1 an pour que le chef de l'État puisse mettre sur pied ce gouvernement. Mais quel est l'objectif du gouvernement? C'est mettre en œuvre les recommandations des concertations nationales. Donc, nous croyons que le gouvernement de cohésion nationale tel qu'il est mis en place, c'est que les fils et les filles du Congo s'étaient convenus lors des concertations nationales. Ce programme gouvernemental sera bientôt mis en œuvre, va commencer par sa mise en œuvre. La différence, c'est que le gouvernement de cohésion nationale a une mission. Sa mission, c'est mettre en œuvre les recommandations des concertations nationales. Ça, c'est la grande mission. Donc, le programme du gouvernement qui sera mis sur pied, ce n'est ni le programme de la majorité, ce n'est ni le programme d'un homme, mais c'est le programme de l'ensemble des fils et filles du Congo qui s'étaient retrouvés, qui ont parlé, qui ont fait l'état des lieux sans complaisance, sans état d'âme. J'étais dans la commission économique et financière. À l'issue de cet état des lieux, il y a des recommandations qui ont été prises. Donc, c'est pourquoi je dis que la mise sur pied du gouvernement de cohésion nationale, c'est une bonne nouvelle pour le peuple congolais parce qu'enfin, nous allons
commencer à regarder vers une autre direction. La gestion de l'État ne sera plus monolithique comme elle l'était. La gestion de l'État deviendra plurielle. Il n'y aura plus de gabegie financière, il n'y aura plus de favoritisme au niveau de la gestion, il n'y aura plus de complaisance parce que... Quels sont les gages qui vous permettent de dire tout ce que vous êtes en train de dire? Non, mais il n'y aura pas tout ce qu'on a connu. Parce que déjà, il faudra peut-être signaler que le gouvernement qui était là avant, tout le monde entendait dire que tout était au vert, indicateur au vert, indicateur macroéconomique au vert, voilà, tout marchait très très bien. Alors maintenant, si vous venez nous dire que maintenant avec vous ça sera bien, il y a de quoi y perdre. C'est pas maintenant avec nous. Comprenez d'abord le sens de ce que je veux dire par la taille et l'importance des ministères qui sont accordés à l'UFC. L'UFC a le ministère du budget où il y a le professeur Bongongo, une personnalité excellente qui va gérer ces ministères. Nous avons le vice-ministère à la coopération internationale où Franck, qui est un homme de relations, quelqu'un qui a fait 7 ans auprès du président du Sénat comme étant son chargé des missions, c'est quelqu'un qui a la maîtrise des dossiers en termes de coopération internationale. Et il y a le vice-ministère de Finances où finalement, ce ne sera plus une seule personne qui va ordonnancer les finances publiques, mais il y a M. Albert Petit qui est là, qui a toutes ces compétences-là. Donc, nous avons ici 3 personnalités de l'UFC qui gèrent la trésorerie de la République. Pourquoi est-ce que nous avons visé ces ministères-là? Parce que le bien-être social, la redistribution des richesses au niveau de la population, la justice sociale ne peut venir que s'il y a une maîtrise de la gestion de la trésorerie, dans la gestion de la chaîne des dépenses. Parmi les choses que nous avions reprochées au gouvernement précédent, c'était le manque d'orthodoxie financière. Vous me dites aujourd'hui que ce gouvernement a toujours clamé, que tout s'était bien passé, mais il n'y a pas de chiffres. On ne sait pas combien d'emplois ce gouvernement a créé. Nous ne savons pas à quelle hauteur le chômage a pu reculer. Nous ne savons pas comment est-ce que ce gouvernement a redistribué les richesses, mais nous pouvons compter du bout de doigt le nombre de millionnaires venant de zéro que ce gouvernement a créé par une politique de favoritisme parce qu'on donne le marché qu'à ceux qui sont de la mouvance présidentielle. Maintenant, ces choses-là, parce que nous allons travailler pour mettre en œuvre des recommandations consensuelles des concertations nationales, nous croyons que le peuple pourra souffler. Mais je ne parle pas, je n'annonce pas ici qu'une aubaine va tomber, mais il y a un travail... Le problème pour ceux qui vous suivent et qui vous lisent à M. Kengo Adondo, ils se disent, mais tiens, on a envie de vous croire, mais en même temps, M. Kengo a une réputation, a une histoire dans ce pays. Il a été Premier ministre, on a parlé des rigueurs, mais il s'est fait que sa rigueur, c'était vis-à-vis justement de la population et pas, par exemple, vis-à-vis des institutions internationales. Donc, d'autres vous diront, ben voilà, les fonctionnaires vont dire, Kengo finance, Kengo budget, nous... Non, mais écoutez, monsieur Kouswanika, ça c'est, vous savez qu'en politique, qui veut noyer son chien l'accuse des rages. Donc, ce qui s'est passé à l'époque de la rigueur, il faut que le peuple congolais, l'observateur, comprenne comment fonctionne la coopération entre les États. C'est pourquoi je me réjouis personnellement que la coopération internationale est entre les mains de l'UFC. Parce que la coopération entre les États, entre les institutions internationales, exige une certaine marche à suivre, exige une certaine rigueur, exige le respect des engagements. L'on ne peut pas aller loin, on ne peut pas aller loin avec les partenaires internationaux si l'on ne respecte pas les engagements. Alors, le respect des engagements veut aussi dire ne pas dépenser plus que ce que l'on a. Il ne faut pas avoir de budget qui vont au-delà de recettes, de l'assiette fiscale que l'on a finalement. Alors, quand un Premier ministre arrive au pouvoir, qui a la maîtrise des enjeux internationaux, qui a la maîtrise de matière en termes de coopération internationale, quand ces messieurs se mettent à l'œuvre et disent, voilà, il y a un déficit, il y a un déséquilibre entre ce que nous encaissons et ce que nous devons aux bailleurs de fonds, si nous voulons continuer dans la bonne direction, il faudra que nous respections nos engagements vis-à-vis des bailleurs de fonds. Dans tout pays qui veut connaître la croissance doit apprendre à se serrer la ceinture. Toute personne qui veut évoluer, qui veut aller loin, doit apprendre
à se sacrifier à un certain niveau. Et le Congo n'est pas le pays que l'on chante qui a la croissance à 2 chiffres ou quoi. Le Congo n'est pas encore ces pays-là où l'on peut vanter les mérites d'une croissance qui n'a pas de l'effet sur le plan social. Moi, je suis resté sur ma soif avec le gouvernement qui est parti parce que j'ai entendu des autorités clamer haut et fort qu'il y aura baisse du coût des denrées alimentaires de base. Il n'y a jamais eu baisse de coût des denrées alimentaires de base en RDC. Quand on dit qu'il y a maîtrise de l'inflation, le peuple ne le vit pas. Comment direz-vous qu'il y avait orthodoxie financière quand le gouvernement a des comptes parallèles? Vous connaissez les scandales, Access Bank et autres, où le gouvernement précédent avait placé l'argent de la République dans des banques commerciales afin de générer des intérêts qui étaient redistribués d'une certaine manière. Et quand on a voulu suivre tout ça, ça a été étouffé dans l'œuf. Un gouvernement qui gère bien son économie ne verra pas le ministre délégué aux Finances être interpellé plusieurs fois par le Parlement, dont la majorité est de l'AMP. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien. Dans ce cas-là, vous allez vous positionner par rapport à Matata qui est resté Premier ministre. Matata, il est resté Premier ministre, mais pas pour exécuter son programme de gouvernement, c'est pour exécuter, mettre à l'œuvre... Il a toujours exécuté les programmes du président. Donc je ne pense pas que ça soit différent. Attendez, il y a une différence. Le programme du chef de l'État, son programme sur sa vision, le chef de l'État a une vision sur la révolution de la modernité. Cette vision doit se décliner par un certain nombre de dispositifs qui passent de l'exécutif vers le législatif, afin que cela prenne forme, prenne corps. Donc jusque-là, tout le monde qui arrive, que ce soit Matata, que ce soit le gouvernement qui vient, a comme ossature principale cette vision de la modernité du chef de l'État. Mais au-delà de cela, il faut maintenant réfléchir sur des mécanismes cohérents. Vous savez, l'économie d'une république, d'un pays, ne se fait pas par des slogans. Ce n'est pas par des slogans qu'on construit un pays. L'économie d'un pays, c'est fait par des chiffres qui sont palpables et qui sont vérifiables. Combien de fois n'avez-vous pas entendu que la croissance dont clamait le gouvernement précédent était très fantaisiste? Vous le savez, vous êtes journaliste. Donc, ne rentrons pas dans cette polémique-là. Maintenant, nous sommes dans une autre phase. Nous avons franchi un nouveau cap où il y a un gouvernement de cohésion nationale, où l'opposition politique, la société civile et la majorité présidentielle, vu la situation qui prévalait en RDC, se sont dit « nous devons nous mettre d'accord, nous devons nous mettre ensemble pour faire avancer les pays parce que nous avons beaucoup de défis socio-économiques qui peuvent même compromettre l'avenir de notre pays. Nous n'avons pas que de problèmes de sécurité, de défense, mais nous avons des problèmes économiques sérieux qui peuvent compromettre tout ce qui a commencé à être mis en œuvre comme programme pour la bonne gouvernance, élections, etc. Alors maintenant, on ne va pas trop discourir, vous faites partie déjà du gouvernement, c'est clair. Maintenant, est-ce que vous vous considérez toujours comme étant de l'opposition ou bien vous êtes là pour élargir la majorité? Non, mais écoutez, je vais le dire clairement, il n'y a aucun accord de majorité qui a été passé entre l'UFC, entre l'opposition républicaine et la majorité. Donc, il ne s'agit pas ici d'une nouvelle majorité extra-parlementaire qui a été mise sur pied, mais il s'agit d'un accord issu c'est des compromis politiques. Que faites-vous de l'article de la Constitution qui stipule clairement que lorsqu'un parti dit de l'opposition participe à un gouvernement, ipso facto, il fait partie de la majorité? Mais Monsieur Koussanika, vous n'oubliez pas que le compromis politique a toujours ascendance sur la loi. Le gouvernement de cohésion nationale est issu du compromis politique. Les Congolais, les acteurs sociopolitiques, se sont mis d'accord pour qu'il y ait ces gouvernements dans l'esprit et la lettre de la Constitution. Et donc la Constitution, dans ce cas-là, est mise de côté par le compromis politique? La Constitution n'est pas mise de côté, la Constitution n'est pas non plus violée parce que le chef de l'État, le Premier ministre, la Constitution dit que le Premier ministre devra être issu de la famille politique qui a gagné les élections. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Matata est issu de la famille politique qui a gagné les élections. La composition du gouvernement fait l'objet d'un compromis politique. Finalement, la notion de participation au gouvernement. Mais là, vous savez que dans tout pays, dans toute situation de crise, l'État, les acteurs politiques ont le droit de se mettre d'accord et de dégager un mode
de conduite de la chose publique consensuelle. Ici, nous sommes dans une situation consensuelle où nous nous sommes mis d'accord pour diriger le pays d'une certaine manière et relever les défis qui sont face à nous parce que nous, en tant qu'opposition, nous, en tant qu'UFC, nous ne pouvons pas laisser le Congo mourir. Nous ne laisserons pas les Congolais abandonnés à leur propre sort. Nous ne laisserons pas nos frères et nos sœurs en train de voir leurs richesses dilapidées, leurs richesses pas redistribuées. Tant que nous avons le pouvoir, nous ne voulons pas être accusés de non-assistance à la personne en danger. Donc, nous sommes venus dans le gouvernement pour suivre ce qui s'est fait, pour apporter notre expertise, apporter notre savoir, apporter notre sérieux et notre crédibilité, parce que l'UFC, c'est un parti crédible, M. Kengo, c'est quelqu'un de crédible. Nous voulons apporter tout cela vis-à-vis des institutions internationales, vis-à-vis de la communauté nationale, pour faire avancer la République et consolider notre jeune démocratie. Donc, il n'y a pas de violation de loi, il n'y a pas de déviationnisme, mais il y a plutôt un consensus politique qui prend le dessus sur tout ce qui peut être considéré. Donc, on peut retenir que l'UFC, c'est un parti de l'opposition qui participe quand même au pouvoir. Non, mais l'UFC reste, nous restons un parti de l'opposition, mais l'opposition, qu'est-ce que vous définissez par l'opposition? Parce que dans l'opposition, nous sommes de l'opposition républicaine. L'opposition républicaine est différente de cette opposition qui s'oppose sans apporter des idées nouvelles. Nous nous opposons à un programme, à un mode de fonctionnement, à un mode de gouvernance qui ne donne pas de résultats pour le bien de notre peuple. Nous ne participons pas à ces programmes-là. Nous sommes là pour mettre en œuvre un programme consensuel, issu des concertations nationales. Nous ne sommes pas là pour mettre en œuvre le programme de Matata ou de qui que ce soit. Nous mettons en œuvre le programme consensuel convenu par les acteurs sociopolitiques de la République. C'est ça la grande différence. Nous ne sommes pas dans un gouvernement piloté par un programme, une pensée monolithique venue d'une composante. Mais nous sommes là pour mettre en œuvre ce que nous nous sommes entendus tous dans les concertations nationales. Donc, il y a une nuance là-dessus. Pour certains observateurs qui, bon, je comprends, vous êtes un bon débatteur, mais en même temps, les gens se disent, mais M. Makela, peut-être qu'il n'est pas au courant du jeu de l'équilibrisme qui est en train d'être mené par son autorité morale, qui est M. Kengo, qui aujourd'hui il dit ceci, demain c'est comme si voilà, il est en train d'étendre des perches. Non, non, je crois. Non, je vais m'expliquer. Ouais. Donc, on ne comprend pas que la veille ou quelques mois après, non, on ne peut pas toucher à la Constitution. On ne peut pas modifier la Constitution, et puis le jour suivant, on entre au gouvernement pour peut-être, enfin, on va en parler parce qu'on sent beaucoup plus que ce gouvernement, c'est un gouvernement de combat, c'est même un terme qui a été prononcé par quelqu'un de l'UFC, c'est un gouvernement de combat, peut-être que c'est... Non, ça a été prononcé par la majorité présidentielle, pas quelqu'un de l'UFC. Moi, je vous dis que c'est quelqu'un... Je me rappelle que ce terme-là, il est sorti après la rencontre entre le chef de l'État et la majorité présidentielle à Kingakati. Et donc, ce n'est pas une invention de l'UFC. On est en train d'affecter à ce gouvernement certaines idées qui peuvent aller vers la modification de la Constitution, peut-être aussi par une prolongation du mandat du président Kabila, devant la difficulté de pouvoir organiser les élections, compte tenu peut-être des moyens mis à la disposition de la CENI, on parle du recensement, et vous êtes pratiquement dans ce moule. Je ne sais pas comment, en tant qu'opposition, vous pouvez être à la voix. Je crois que non, je crois qu'ici, je crois qu'il y a un amalgame et nous devons éviter des amalgames. Tous les partis qui se réclament de l'opposition sous quelque forme que ce soit, tous ces partis sont représentés dans la CENI. Donc, avant de demander à ce que la CENI démissionne, que ces partis commencent par retirer leurs représentants. Le MLC... Non, attendez. Il y a un amalgame à ce niveau. Le MLC a des représentants, l'UDPS, l'UNC, tous les partis ont des représentants, sauf l'UFC qui n'a pas de représentants au sein de la CENI. Donc, ceux qui vont mettre en œuvre la politique électorale, le programme, le calendrier électoral, c'est tous les autres partis sauf l'UFC. Ça, je tiens à vous le faire remarquer. La deuxième chose que je veux vous faire remarquer, c'est qu'en aucun cas, M. Kengo ne s'est contredit, il n'a annoncé une chose et son contraire à la fois. Quand vous dites qu'il fait de va-et-vient, vous ne pouvez pas me citer un seul exemple où il a dit
nous allons modifier la Constitution. Et un autre exemple, il a dit, nous n'allons pas modifier la Constitution. Pas des va-et-vient. Voilà, non, parce que... Il y a des positions qui, dans une certaine mesure, sont tranchantes au niveau de la parole, mais au niveau des faits... Quel fait? Déjà, le fait d'entrer dans un gouvernement. Non, mais c'est un non-lieu, c'est pas un fait qui peut être reproché à une personnalité de cette trempe. Et vous savez, s'il y a des hommes d'État au Congo, s'il y a des hommes d'État au Congo, M. Kengo en fait partie. Peut-être qu'il est l'un des rares hommes d'État que nous avons dans cette République. C'est des espèces rares en voie de disparition. Nous, Congolais, nous devons être fiers d'avoir ce genre de personnalité encore parmi nous et exerçant des fonctions qui sont les siennes. Alors ici... Même en étant devant... Non, quand vous dites lier la parole au fait, M. Kengo n'a jamais dit que la Constitution sera révisée. Il a toujours dit que la Constitution sera respectée. Et je vous dis que même le président Kabila lui-même, il a dit que la Constitution sera respectée. Le président Kabila, il a prêté serment, il a juré fidélité à la nation. Il s'est engagé de respecter la Constitution. Obe Minago, qui est président de l'Assemblée nationale, il a également dit que le président de la République respectera la Constitution. Lambert Mende, qui est porte-parole, il a dit que le président respectera la Constitution. Donc, je ne vois pas. Pour moi, je crois que c'est un débat. Non. Lambert Mende, quand on lui pose la question pour le moment qu'il a dit, la conséquence est autre chose. Hein. Moi, je m'en tiens à ce que j'ai entendu et je m'en tiens également à l'esprit de la lettre qui sont les textes réglementaires de la République. Jusque-là, toutes les personnalités se sont engagées à respecter la Constitution. Et je n'ai pas encore entendu le chef de l'État demander lui-même une modification ou un changement de Constitution. Donc, c'est des supputations politiques que je trouve d'ailleurs très dangereux. Je trouve ce jeu, il est dangereux. Pourquoi? Parce que deux franges extrêmes de la société politique congolaise sont en train de mettre le feu aux poudres. Ils sont en train de mettre la poudre au feu, plutôt. Il y a l'aile dure de la majorité présidentielle qui lance un débat qui n'a pas lieu d'être, parce que les textes sont là, nous n'avons qu'à les appliquer tels qu'ils sont, et une autre frange de l'opposition qui demande des choses qui sont en dehors de texte. Donc, je crois que ça crée un climat malsain. Et à qui ça profite? Ça ne profite pas au peuple, parce que le peuple, dans tout cela, plutôt que de se consacrer aux vrais problèmes de la nation, à résoudre le problème social, à résoudre le problème de chômage, à résoudre le problème des soins de santé, à résoudre le problème d'éducation, parce que nous en cumulons un déficit éducatif énorme. Je ne sais pas ce que sera le Congo dans 10 ans avec ce système éducatif. Donc, si tu parles aujourd'hui à un étudiant qui a terminé, qui est licencié à l'UNIKIN, tu parles à un jeune qui vient de finir les secondaires, franchement, tu vas dire que les niveaux de l'éducation ont baissé. Donc, nous avons des défis qui sont en train de se présenter comme une vraie menace face à la situation de notre République, face à l'avenir de la République. Nous avons des défis budgétaires, économiques et financiers qui constituent même une menace pour la démocratie, pour le système électoral. Nous avons des problèmes. Alors, consacrons-nous, mettons tous nos efforts, que les Congolais se mettent à réfléchir, à travailler sur le voie de sortie, ce qui va permettre à la nation de sortir tête haute et de continuer à garantir la paix, la sécurité, de travailler pour le bien-être des citoyens. Je crois que des débats sensationnels, les Congolais, même les politiques aujourd'hui, sont dans cette même logique, ils aiment du sensationnel. On veut créer l'événement là où il n'y a pas. Le débat sur le changement ou la modification de la Constitution, pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être présentement. Les textes sont là. Je crois que ceux qui ont voté ces textes, celui qui l'a promulgué, il a pris des engagements. Je ne vois pas le chef de l'État être d'une si mauvaise foi pour ne pas appliquer ce que lui-même avait promulgué. Donc, alors, au moment où on est en train de faire cette émission ici, 2 heures avant, le président Kabila a tenu son discours devant le Congrès. Vous l'avez certainement suivi. Il vous a rassuré par rapport à ces défis dont vous parlez, ces défis à venir? Justement, je ne suis pas de la majorité, je ne suis pas porte-parole du président de la République, j'analyse simplement les faits. J'ai remarqué que le chef de l'État n'a pas abordé des questions qui ne sont pas dans son agenda, qui ne sont pas dans son calendrier. C'est son droit, c'est sa liberté. Nous savons qu'il y aura des échéances d'ici 2016.
Et nous attendons tous voir comment est-ce que... Vous 2016 à l'UFC? Ben, écoutez, nous, à l'UFC, la position du parti, la position de la plateforme, elle a été annoncée le 9 décembre au Romeo Golf, lors de la sortie officielle de l'opposition républicaine. Nous sommes pour l'alternance en 2016, nous sommes pour le respect de la Constitution, nous sommes pour un calendrier global et consensuel, nous sommes pour la résolution consensuelle des problèmes. Pas dire que nous croyons en 2016 ou quoi. Je vous dis qu'il y a un certain nombre de préalables et il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui. Par exemple, là, nous rentrons de plein pied dans 2015, mais la Commission électorale indépendante avait soumis un certain nombre de textes réglementaires qui devaient être votés au Parlement, qui ne le sont toujours pas. Peut-être qu'ils commenceront d'être traités à la session de janvier 2015. Peut-être qu'ils peuvent finir en mars ou pas, mais si ces textes sont finis, ces lois sont votées, le temps que ces lois soient mises en œuvre, nous aurons déjà dépassé largement la moitié de l'année 2015. Donc, ça sera très peu probable que nous puissions avancer dans le cas. Donc, ce que je vois à l'horizon, c'est que nous nous dirigeons vers un mur. Nous nous dirigeons vers une situation qui ne dit pas son nom, mais l'avenir est assez flou. Alors, face à cet avenir qui est flou, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que chacun campe sur ses positions? Non, je crois que nous devons privilégier les dialogues, nous devons privilégier le consensus. Il faut que ceux qui dirigent, ceux qui ont gagné les élections, la majorité présidentielle, qui se disent, voilà, il y a un problème, mettons-nous ensemble, parlons-en. Nous, au sein de... Donc, vous rejoignez dans ce cas-là ceux qui demandent, par exemple, le vrai dialogue? Bon, ce qui demandait le vrai dialogue hier, je suis curieux de voir qu'ils n'en demandent plus. Comme si tout le problème qu'il y avait en RDC, tout ce qu'ils avaient décrié il y a quelques mois, était du coup tombé dans l'eau. Donc voilà. Bon, vous avez préféré la cohésion nationale, allez-y. Non, mais je crois. Non, mais si j'analyse les calculs politiciens, on réclamait le dialogue pour peut-être avoir part, avoir droit au chapitre, parce que vous savez, nous ne sommes pas dans une république où les gens se sentent très en sécurité. Et tout le monde. Vous, du moment qu'ils n'ont pas eu quelque chose au concertation nationale, ils ont estimé qu'ils n'avaient plus besoin du dialogue. Ce n'est que mon analyse et ça n'engage que moi. Alors, c'est avant que le gouvernement ne soit mis sur pied, on réclamait encore ce dialogue. Mais dès que le gouvernement a été annoncé, on dit que non, c'est du passé, on n'a plus besoin de dialogue, nous irons tout droit. Non, peut-être qu'ils ne réclament plus parce qu'entre-temps, Burkina Faso est passé par là et ils se disent que voilà, ils vont rééditer l'exploit burkinabé au Congo. Bon, ben écoutez, moi je reste très prudent par rapport à ce genre de choses. Nous n'avons pas le même peuple. J'aurais aimé que le peuple congolais ait le courage, ait la vigilance et la perspicacité du peuple burkinabé, mais les enjeux sont différents. Le Congo, ce n'est pas le Burkina. Mais dans l'entretemps, dans mon âme, du fond de mon âme... Burkina Faso, les gens de la majorité affidés ont raisonné un peu de la même façon. Non, mais écoutez, du fond... Ça a été là depuis 27 ans. Oui, je sais, mais je crois que le peuple congolais, le Congo, c'est un pays, on n'a plus besoin que le sang coule. C'est pourquoi nous, dans l'opposition républicaine, nous sommes pour le consensus. Nous sommes pour la gouvernance par consensus. Nous sommes pour le débat, pour la discussion, l'échange autour des questions essentielles de la République.